Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Oh, comment va notre petite maison de la radio? Écoutez, ça va bien, c'est vrai qu'on y est aujourd'hui exceptionnellement, donc je surveille votre réalisateur. Vous lui manquez beaucoup, hein. Voilà, je lui tiens compagnie. Oui. Je sais, il est en larmes tous les soirs. Nous, on va se retrouver pour un Jupidémie. Il y aura notamment Juliette Arnaud qui nous lira Charles Dickens. Très bien. Oh, vous écoutez France Inter, il est exactement 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Le procès des attentats de janvier 2015 à Paris. La cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. Les derniers mots ont été aux accusés. L'un des principaux, Ali Riza Polat, soupçonné d'être une des pièces maîtresses dans les préparatifs des attentats, a nié toute implication. Je n'ai rien à voir dans cette histoire-là. Le verdict est attendu pour mercredi après-midi. Je me sens bien. Je n'ai senti aucune différence avec les autres vaccins. C'est l'image du jour aux États-Unis. Une infirmière dans un siège masquée en train de recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech contre le coronavirus. Elle s'appelle Sandra Lindsay. Elle a été donc la première personne vaccinée aux États-Unis dans un hôpital du Queens. Pendant qu'outre-Atlantique, donc on commence à vacciner. En France, on teste en masse. 2 villes pilotes aujourd'hui, Charleville-Mézières et Le Havre, la ville de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. L'idée avec ce dépistage est de juguler l'épidémie. Est-ce que, par exemple, les Havrais ont répondu donc à l'appel du test, Eh bien, c'est le reportage d'Émilie Bonté. Je vais vous demander votre carte d'identité, s'il vous plaît, et votre carte vitale, s'il vous plaît. Le nom de votre médecin traitant, s'il vous plaît, si vous en avez un. Ça va aller très vite, vous allez voir. C'est la première fois. Moi je suis les gens ce qu'ils disent, je suis la télé, je le fais. Et c'est pour notre santé, c'est bien. Après ma mère, elle a fait le test, elle l'avait. Donc automatiquement, je suis que je l'avais. Plus j'étais vraiment fiévreux, j'étais malade, je bougeais pas. Mais quand même, j'avais pas les problèmes de poitrine, de respiration. Alors, je vais vous prendre déjà une étiquette, s'il vous plaît. Ah, vous l'avez déjà eu. Je vais vous demander de ne pas pencher la tête en arrière. Je vais vous insérer un coton-tige dans le nez. Et c'est terminé. Allez, pas agréable, hein. Je vous laisse aller patienter dans la salle d'attente, en sortant par le rideau. C'est bon, il est négatif, votre test. Oh, super. Vous êtes soulagé? Oh, bien sûr. Ça veut pas dire que les négatifs, il faut pas faire attention. Maintenant, on doit faire attention plus. À l'étranger, en Allemagne, on durcit le confinement. La plupart des commerces seront fermés à compter de mercredi et jusqu'au 10 janvier. Londres et certaines régions du sud-est de l'Angleterre, le niveau d'alerte y a été relevé. Fermeture des hôtels, des pubs et des restaurants et des lieux de culture. Retour en France, 2 départements sont ce soir en vigilance orange aux crues, les Landes et la Gironde. Pas de vigilance aux avalanches. Pourtant, il y en a eu une aujourd'hui dans les Alpes du Sud. Une coulée de neige sur 100 mètres a emporté 6 randonneurs. Ils sont sains et saufs. Il y a donc de la neige dans les Alpes. Voilà qui désespérera les amoureux de la glisse à une semaine des vacances de Noël puisque les stations sont fermées. Mais cela n'empêche pas en fait l'afflux de monde. Le constat a été fait en Isère ce week-end. Les stations ont été prises d'assaut. On ne peut pas monter en haut de la montagne, mais on peut faire d'autres choses à la neige, ski de fond, raquettes, luge. À Lens-en-Vercors, il a donc fallu faire face à l'afflux digne des plus grands week-ends de février. Pas content le maire de la station, Michael Kramer. Le gouvernement, dit-il, n'a pas anticipé. Déjà, la semaine dernière, on a été obligé de prendre dans l'urgence des arrêtés qui nous faisaient fermer nos pistes pour qu'on se mette en sécurité par rapport à nos responsabilités pénales de maire. Cette semaine, on a une affluence record. On avait prévu avec l'ensemble des acteurs de la montagne, que ce soit les domaines skiables ou l'Association nationale des maires des stations de montagne, des protocoles pour encadrer les personnes. Aujourd'hui, force est de constater que le monde vient, même si les stations sont fermées, les attroupements sont là. On aurait pu canaliser, grâce à nos professionnels, les accompagnateurs de moyenne montagne, aux activités qu'on a proposées. Là, on a laissé tout le monde à la montagne. En fait, les gens ont besoin d'air, ils ont besoin de s'oxygéner, ils sont venus, en oubliant le minimum des gestes barrières, le minimum des précautions d'usage, quoi. C'est une situation ubuesque. Tout ce qu'on a voulu éviter par la fermeture des remontées mécaniques, on l'a créé là. Des attaques avec à la clé des rançongiciels. Avec le confinement et le télétravail, elles ont été plus nombreuses. Mais si jusqu'ici on restait discret sur les plaintes, eh bien le confinement a contribué à une prise de conscience, notamment des failles. On a enregistré, Emmanuel Leclerc, 333 plaintes, soit une augmentation de 50% du nombre de plaintes chez les gendarmes du numérique, Emmanuel.
La nouveauté, c'est qu'a priori, pour la première fois en France, il y a eu quasiment autant d'attaques de pirates pour exiger des rançons que de plaintes déposées par les victimes. Fabienne Lopez est la chef du C3N, le centre de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie nationale. On s'approche de la réalité parce que l'on a plus de plaintes. On a pu constater une augmentation des plaintes à la sortie de la première phase de confinement. Ce qui est inédit également cette année, c'est la puissance des rançongiciels, avec des cyberpirates qui s'en sont pris à des multinationales. Avec des rançons qui se chiffrent à des millions d'euros. Des multinationales obligées souvent de payer au moins en partie les rançons. Certaines ont même utilisé des négociateurs privés. Les groupes de cybercriminels vont désormais jusqu'à créer des call centers. C'est le cas depuis le mois d'août dernier, des plateformes téléphoniques qui vous relancent si vous ne payez pas assez vite. On a constaté sur certaines dernières attaques des coups de fil qui étaient passés par le pirate directement à la victime pour rajouter une pression supplémentaire. Les experts estiment que l'on a vu pour l'instant la partie émergée de l'iceberg des rançongiciels et que les failles apparues avec la généralisation du télétravail cette année pourraient apparaître en réalité dans les 2 prochaines années avec une explosion du nombre de demandes de rançon. Emmanuel Leclerc, le monde du foot pleure Gérard Houllier, dont on a appris donc la mort à la mi-journée. Il fut entraîneur du PSG, des Reds, de Liverpool. Il fut aussi le sélectionneur de l'équipe de France. Il était âgé de 73 ans. Enfin, un astéroïde de 2 kilos a traversé le ciel de la France hier en fin d'après-midi. Le phénomène a pu être observé quelques secondes, une lumière bleu-vert. L'astéroïde est entré dans l'atmosphère à une hauteur de 87 km au-dessus de la région Champagne-Ardenne avant de poursuivre sa course en descente au niveau de Lyon. Le météore s'est ensuite désagrégé en direction du Loiret. La plupart de ceux qui l'ont vu ont entendu un bruit d'explosion quelques minutes après. Alors, il ne s'agit pas du bruit de l'astéroïde s'écrasant sur Terre, mais bien du son de son explosion dans le ciel. D'après le programme de sciences participatives Vigiciel, il n'en resterait rien. 17h06 sur Inter. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Tous les lundis soirs jusqu'à Noël, c'est triple affiche. Laurent Goumard, Marion Guilbault. 3 concerts exclusifs enregistrés au Bataclan pour soutenir la scène française. Ce lundi, Yael Naïm. Mais relève-toi, moi j'y crois. PR2B dans mes rêves. Et Bonnie Banane. Laisse-moi te consoler. France Inter réchauffe vos soirées. Les concerts triple affiche, c'est ce soir à partir de 21h. J'ai choisi Les Parapluies de Cherbourg, qui est extrêmement décisif dans ma vie de spectatrice, parce que c'est le premier film où j'ai compris qu'il y avait de la mise en scène. Céline Sciamma, mais aussi Bong Joon-ho, Wim Wenders, les frères Dardenne et 80 autres cinéastes ont choisi pour vous plus de 1500 films à voir ou à offrir sur la cinétech.com, le site dédié aux plus grands films du XXe siècle. Rendez-vous sur la cinétech.com. Par Jupiter est enfin au-dessus de moi et ça tombe bien, c'est comme ça que ça se passe sur France Inter. Et c'est lourd parce qu'on est très nombreux, Laetitia Gaillet. Vous sentez ce poids sur votre tête? Gras. Le poids de Jupiter. Nous sommes dans le studio d'en haut, on va vous expliquer. Alors, c'est vraiment, c'est pas le Trivial Pursuit, c'est le Monopoly. On sillonne Paris pour faire des émissions, c'est fou. Cette période est folle. Allez, on y va. Allez, merci hop. Laetitia. 9h dans le bureau de Par Jupiter. Bon, on va arriver à la finir cette année. Plus qu'une semaine avant les vacances. Plus 15 jours avant la fin du confinement. Oui, enfin, avant le début du couvre-feu. J'en peux plus de l'actu, là. On en a encore vécu les trucs cette année, là. Pire qu'une année présidentielle. Pire qu'une année de Coupe du Monde. Pour nous, les années de Coupe du Monde. Ouais, ça va. Oh là là. J'espère qu'en 2021, vous serez passé à autre chose. Hein. Venant de la part d'un peuple qui a toujours pas digéré Waterloo. Arrêtez. Rendez-vous plutôt compte. Après 6 ans d'émission, on vit encore des choses folles. Hein. Oui, mais on a quand même besoin d'un peu de calme. L'actu, ça nous stresse. Tu le vois. Calme, mais c'est pas assez calme en ce moment dans les rues là, avec tous les lieux culturels fermés. Et les bars aussi. Et les restaurants. Et les bars. Et les bars. Tu fais bien de le dire, Alex. Mais c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui. C'était incroyable la créativité de l'actualité. Hein. L'incohérence même de l'actualité, je dirais. C'est ça qui nous use, quoi. En 2021, on devrait peut-être arrêter l'actu. Hein. Non, mais ça va pas. Si. C'est l'ADN de notre émission. Justement, il faut surprendre l'auditeur. On pourrait, par exemple, pour apaiser tout le monde, parler de musique classique. Voilà, c'est vrai. Par Jupiclass, c'était pas ouf. Pas top. On a qu'à faire par Jupiclassique. Oh oui, c'est bien. Et alors, écoute le générique, ça pourrait donner. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupi Classique. C'est brillant. Je crois qu'on tient un truc, là. Oui. Moi aussi, je crois que vous tenez un truc. Ma dépression.
France Inter et bienvenue au sein de l'ONG Une blague pour un sourire. Voici la devise. Mieux vaut être seul que de risquer 135 € d'amende. Eh oui. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. Vous avez jeté votre dévolu sur Charles Dickens. Vous lirez un conte de Noël, un récit à dimension sociale évidemment. C'est Dickens, natif du sud de l'Angleterre, juste à côté de Portsmouth. Non, pas la langue entre les dents. Faites-moi la langue entre les dents. Portsmouth. Salut Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, la langue entre les dents. Vous profitez de cette semaine pour aller embêter les gens dans la rue avant la trêve. Oui. Ça va leur faire des vraies vacances de ne plus jamais vous voir. En attendant, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Gros sujet aujourd'hui, Charline. Je suis allé voir les Français pour leur parler de laïcité. Et on va essayer de le faire comment ? Sans amalgame. Et on va pas y arriver. Thomas Croisière, bonjour. Hello, do you do. Vous causerez cinéma avec nos auditeurs. Ils vont puiser dans leurs souvenirs pour faire ressurgir des films qui les ont marqués. Et vous leur en êtes très très reconnaissant, Thomas. Nous n'allons pas leur infliger un long discours. L'émotion est trop intense. Il me reste à remercier tous ces auditeurs qui ont téléphoné, car sans eux, ce soir, ce moment de bonheur n'aurait pas pu exister. C'est beau, Thomas. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Qu'y a-t-il aujourd'hui avec nous alors ? Eh bien, il y a déjà celle qui a acheté des poupées vaudou de Jean Castex et Roselyne Bachelot. Et c'est pas avec des aiguilles qu'elle les maltraite, c'est au chalumeau. Bonjour Constance. Bonjour. Voilà, ça va bien ? Non. Voilà. De quoi vous allez nous parler quand même ? Bah, je vais être obligée d'élever la voix. Oh là 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 là. Je préviens la régie. Ah, oui, et je préviens la vidéo qu'il y a de l'accessoire sur sa tête. Hier, il m'appelle en larmes, me dit Alex, le Bercy de section d'assaut était complet en 24 heures et j'ai pas ma place. Heureusement, tout sourire, il apprend qu'il y a une deuxième date. Chewbacca, ça va aller. Vous êtes vraiment fan en fait, Alex. J'ai envie qu'on y aille que je vous ensemble. donne des places. J'ai 1 an et demi pour y aller avec vous. De quoi on va parler ? Alors, on va parler de Wedge. De Wedge, tout à fait. Et enfin, notre chroniqueuse littéraire. Quand je ne sais pas, je dis tout à fait. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé. Ne pas avoir l'air étonné, disait Mondo. Notre chroniqueuse littéraire qui a passé sa journée à se demander pourquoi l'auteur anglais John Le Carré ne s'appelait pas John the Square, c'est Clara Dupont-Mono. Eh ben oui, moi non plus je ne sais pas. Elle rigole, Juliette, alors parce que... qu'elle a fait anglais premièrement. C'est ça. Moi, j'ai rien compris. De quoi on va parler ? On va parler d'une femme déchirée entre deux hommes, tout à fait. Très bien, parlez-nous de vous, Clara. Ajoutez à cela un journal ponctuel, des exercices, une ribambelle et un dessin démentiel. Vous obtenez une émission qui sent déjà un peu la magie de Noël. Oui. C'est beau. La magie de Noël qui cette année consiste à faire disparaître Noël. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupidémie. Vous entendez ce son ? C'est le son d'un studio de France Inter. Ça, c'est la texture sonore du studio 621 de la maison de la radio. Ça, voilà. Humez un petit peu cet endroit qui nous a tant manqué. Les auditeurs férus de radio ont bien senti que le son était différent. Et si vous nous suivez en vidéo, en streaming sur franceinter.fr, vous verrez que nous sommes de retour pour une journée dans les murs de la maison de la radio avant de nous exiler à nouveau demain, quelque part, dans Paris. Qui sait où ? Somewhere. Et ouais, voilà. Ça, c'est Castex qui a dit qu'il rouvrirait, puis qu'il rouvre pas. Donc nous, on s'adapte, on bouge. Moi, ça fait 3 fois que je fais mes valises avec ma gourde, mon mug retaillé au président et mon mégaphone. Alex avec ses 10 de Michel Thor. Ce matin, Constance était perdue, elle savait plus où on faisait l'émission. Bon, voilà, elle savait plus aller pour nous retrouver. Enfin, Constance était plus perdue que d'habitude, je veux dire, bien sûr. Et on voudrait donc avoir de vos nouvelles, Constance. Ok, allez. Que personne ne bouge! C'est un coup d'État. Je réquisitionne par Jupiter. Rendez-vous les gauchistes. Cette émission est à moi. Fini la rigolade. Puisqu'on nous supprime tous les lieux de spectacle, je prends d'assaut l'émission. Dégagez les Belges. Place à la Picardie. J'ai plus rien à perdre, moi. La République de l'humour, c'est moi. Allez, en régie, balancez les génériques, saloperie de techniciens, fumeurs de pétards, c'est nos impôts, putain. Pascal Pro, viens nous sauver. Bienvenue la France Inter dans le temple du zygomatique, dans la devise « Et si l'humour était un vêtement, ça fait un bon moment que dans le pays on se promène cul nu ». Notre invitée aujourd'hui est humoriste, l'humoriste la plus drôle de sa génération. On dit d'elle qu'elle fait rire même les gens sans bouche. Elle va nous fourrer l'open space à la galijade. Vous êtes, je vous laisse le dire,
Constance. Constance Pittard. Bienvenue Constance. Alors à part vos chroniques sur France Inter payées en Smarties, vous n'avez plus de travail. Vous annulez, vous décalez tous vos spectacles depuis le mois de mars dernier. Constance, ça va? Pas trop les boules? Ben, à fond, en fait. En fait, j'ai tellement les boules que je pourrais décorer tous les sapins de France. Mais malheureusement, les sapins, cette année, on va plutôt les couper pour fabriquer des cercueils pour la culture. Merci, Constance. Je vois qu'il est 17h08. C'est l'heure du journal de presque 17h17. Le journal de presque 17h17. On se bidonne pas. Manuel Valls, gna gna gna. Patrick Bruel a perdu son slip. Marlène Schiappa, caca. Darmanin, nichon nichon. Benjamin Griveaux, zizi zizi. Blague de tub d'Alex Vizorek. Charline pas contente. Quoi derrière? Putain, quelle surprise, des brèves. Ivre, virgule, à force de traiter ses enfants de lardons, il finit par les manger sur une pizza. C'est à peu près ça. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission, Constance. Si, je la regarde de temps en temps. Eh bien, vous devez savoir qu'il se promène avec son micro en quête de témoignages. Le témoignage des plus gros cons de France, c'est bien sûr Guillaume Meurice. Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de gens très riches et égoïstes pour connaître leur avis sur l'accroissement de la pauvreté dû à la pandémie. La pauvreté, c'est de la faute des pauvres, mais qu'ils retournent dans leur pays, la pauvreté. Ils ne font rien pour s'intégrer. Un bougnoul de pauvres. Oui, j'ai dit, c'est ce que tout le monde pense tout bas, je le dis tout haut, je l'assume. Un bougnoul de pauvres. En tout cas, les financiers, moi je préfère quand c'est des gâteaux. Merci Guillaume Meurice. Bim, sans transition, l'instant Juliette Arnaud. Sans Juliette Arnaud, elle s'est noyée hier dans une piscine de chardonnay. De toute façon, je la cite, ça sert à rien de lire des bouquins, c'est la fin du monde. Bisous, merci, bisous. Puisque vous connaissez l'émission, Constance, vous savez que la tradition, c'est de faire jouer l'invité à la fin. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Constance, vous êtes Emmanuel Macron et Constance, vous êtes Jean Castex. Ah punaise, qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes? Couchez Castex, reste avec Nemo. Ouais, mais qu'est-ce que je leur dis aux journalistes? C'est mon projet! Qu'on les matraque, qu'on les 49.3, c'est notre projet! Ah punaise, il a sa crise. Je vais encore devoir annoncer une mesure impopulaire. Merci Constance. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, nous recevrons Jean-Charles Pittard, un collapsologue qui va nous expliquer qu'on a tout niqué la planète et entre deux, on passera des pubs pour des SUV. Je laisse le mot de la fin au Dalai Lama. Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Bravo, Constance. Je pense qu'on peut vous laisser l'émission pour la fin de la semaine. Vous êtes sûre? Voilà, il reste 4 jours et là, c'est plus. Moi, je veux dire, merci beaucoup, Constance. Vous savez ce que c'est, pardon, mon accessoire? Vous avez un slip sur la tête. Mais personne ne l'a dit, j'étais déçue. Il y a un petit nœud. Ouais. C'est ça. Alors, dire aux auditeurs que s'ils revoient la vidéo de Constance sur notre page Facebook, bien sûr, il y a des accessoires, un slip sur la tête. Peut-être poser la question à Constance, pourquoi? Oui. Ouais. Pourquoi un slip sur la tête? C'est pour faire une prise d'otage, mais j'avais pas d'autres accessoires. Très bien. Bien sûr. En tout cas, chers auditeurs, j'espère que vous êtes toujours là. Je me suis fait une réflexion pendant cette chronique. Quand on parle de vous autour de cette table, ça rigole beaucoup. Hein. Bah oui. Ça, quand on parle de vous, ça rigole. Hein. C'est l'ego, bravo. ça. Bravo, oui, c'est l'ego. C'est l'ego. Vous êtes sur France Inter. Baby back, dressed in black, silver buttons all down her back. Hello, tipsy toe. She broke a needle and she can't sew. Walking a dog, just a walking bird dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk a dog. Come on now, come on, come on. That's my mama for 15 cents. See the elephant jump the fence. He jumped so high, he touched the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, why
baby, tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row, walking bird dog. Just a walking bird dog. If you don't know how to do it, show you how to walk bird dog. Come on now, come on, come on. Just a walking. Just a walking. Just a walking. Oh yeah. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk bird dog. Walking the Dog, Rufus Thomas qui a compris comment faire pour sortir avec dog. son attestation. C'est pas vrai, dit the. C'est la langue en fait. Très bien. Allez, le journal. The News. Il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. Le journal de presque 17h17. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Et on commence par les titres. Une immense panne a touché cet après-midi Google et ses services comme YouTube ou Gmail, mettant beaucoup d'internautes dans l'embarras. Oui, c'est tout à fait vrai. Bah, y a pas de vanne? Comme je travaille sur Google Doc avec mes auteurs, je sais pas tout reçu à cause de la panne. D'accord, comme vous dites. on va être bien alors. Alors, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a déclaré: je ne veux pas vous dire avec certitude que nous rouvrirons les bars et les restaurants le 20 janvier. Voilà, le pire dans tout ça, c'est qu'il peut pas nous dire avec certitude le 20 janvier de quelle année il pourrait nous parler des bars. Et les brèves? Heureusement, il n'y a pas eu de bug, Charline, heureusement, sur les brèves. C'était une blague. Heureusement. Super. On s'est déjà assez moqué de ça aujourd'hui, des brèves, ok? On se concentre. Ok. La politique française. Oui, sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon a déclaré ce dimanche: ce vaccin ne me rassure pas. Et le vaccin aurait répondu: c'est réciproque. Ensuite, il a précisé: je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste. Et ben voilà, c'est ça, il l'a dit. Donc on le répète, la République, c'est lui, mais la médecine, c'est pas lui. C'est sûr. De son côté, Marlène Schiappa était sur Radio J et elle insistait sur sa volonté de lutter contre la polygamie. Et ça m'a un peu angoissé, j'avoue, au départ. Mais elle a trouvé les mots justes pour me rassurer. Il y a toujours des gens pour me dire: oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à 3, vous allez interdire... Alors, on vous dit les plans à 3 ? Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, les troupes. Alors on est bien rassuré, C'est gentil. Hein. Ça c'était important. C'est gentil. Merci beaucoup. Et le journaliste en face est assez surpris, mais il perd pas son professionnalisme. Il pose tout de suite la bonne question. Comment vous faites alors pour les mesures de distanciation dans les plans à 3 ? Alors ça regarde chacun, on va pas rentrer dans les détails techniques. Et là, on sent qu'elle n'avait pas bien prévu ce retour de bâton. Donc voilà, c'est clair, pas d'interdiction de plan à 3, mais en revanche, veillez à avoir un orgasme républicain. Ça, c'est très important. Si les plans à 3 sont maintenus, nous, on peut maintenir cette émission avec Alex et Guillaume. Tout est nickel. Alors, Ils se sont exclus, nous les autres. Hein. Présidentielle 2022, Najat Vallaud-Belkacem ne dit pas non à une candidature. Mais à condition d'avoir, je la cite, un camp de gauche large et qui entraîne avec lui une part de la population qui soit suffisamment massive pour espérer gagner. Voilà, en gros, Najat Vallaud-Belkacem dit non à une candidature. Voilà, allez. International, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en convalescence du Covid-19, a fait une apparition à la télé après 2 mois d'absence. Et oui, apparemment, on n'avait plus vu un président algérien aussi en forme depuis Abdelaziz Bouteflika. Quant à Gérard Houllier, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, eh bien, il est décédé. Et oui, on l'a appris ce matin, il rejoint les grands disparus du football français, Michel Hidalgo, Raymond Kopa et Le Beaujeu, qui sont déjà l'aigreur de ces personnes. Sans transition, Belgique, évidemment. Attention, une partouze a été organisée dans une villa près de Virton, dans les Ardennes, les Ardennes, et donc une 50aine de Français y participaient. Voilà, tu sens qu'il y a des gens qui n'étaient pas rassurés par l'explication de Marlène Schiappa. Ils se sont dit quand même, cette histoire de plan à 3 vaut mieux anticiper. C'est quand même toujours chez nous que ça se passe. Et j'avoue qu'il y a une recrudescence de parties fines chez nous. Les autorités belges sont à 2 doigts de lancer l'application Stop Coït pour s'assurer que ça se calme. Et des
brèves. Et les brèves, oui. Frédéric Lefebvre. Qui s'en souvient, Frédéric Lefebvre? Mais bien sûr. Zadig et Voltaire. Et c'est lui, le gouvernement Fillon. Et il s'est reconverti, vous avez appris, dans la publication de Pif le Mag. Ça sort mercredi. Et un ancien de l'UMP, on l'aurait plutôt vu à Picsou Magazine. La dernière? Et la dernière à Singapour, alors qu'il s'apprêtait à aller aux toilettes, il aperçoit un énorme serpent dans la cuvette. Cher monsieur, dites-vous qu'on s'habitue. Sérieusement? Non, je crois que c'est une blague de Tub, en fait. C'est une... Oui. Je suis content que vous l'ayez remarqué. D'accord. Et c'est là qu'arrive l'enchaînement avec Charles Dickens. Voilà, non mais vraiment. Dickens, ça se fait. Hein. Oui, Dickens, bien sûr. On l'a tous eu, merci. Alors, car Juliette Arnaud a choisi de nous plonger dans un conte de Noël de l'immense écrivain britannique du 19e siècle. John le Carré appartenait à une catégorie enviée d'écrivains, ceux aimés à la fois par le public et les critiques. Ex-collaborateur des services secrets britanniques, devenu sommité des romans d'espionnage. Charles Dickens, en gros, même catégorie. Ex-pauvre, tourné dans son œuvre vers les pauvres et les marges, reconnu de son vivant et super populaire. Un autre point commun qui peut avoir l'air anecdotique, l'un et l'autre avaient eu des pères continuellement endettés. Enfin, celui dont on a appris la mort hier admirait l'autre, disparu en 1870. Les analogies cessent, je crois, avec le titre du livre du jour, Un chant de Noël. John le Carré, sa matière première, c'était l'espionnage, la géostratégie ultra-réaliste et la manipulation. Bref, des trucs d'adultes. On l'imaginait difficilement se lancer sur un genre d'hymne à la Noël, avec en sus des apparitions surnaturelles, comme l'a fait Charles Dickens. Je spoil que dalle, confère la préface de l'auteur en personne qui écrit « Petit conte spectral pour soulever le fantôme d'une idée ». Conte, spectral, fantôme, idée, voilà qui suscite ma concupiscence. Parce que sinon, moi, mon rapport à la Noël, il est assez, disons que je fais partie de la catégorie de ceux qui, à partir de mi-novembre, ont le désir puissant de faire une cure de sommeil jusqu'à ce que les éboueurs aient ramassé tous les cadavres d'arbres desséchés qui hantent nos rues. Mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est qu'on a bien respecté la tradition. Bref, j'aime beaucoup Noël. À peu près comme le héros du chant de Noël, le dénommé Scrooge, qui, au début du livre, répond à tous ceux qui lui souhaitent un joyeux Noël. Si je pouvais n'en faire qu'à ma tête, tous les imbéciles qui parcourent la ville en criant « Joyeux Noël » seraient mis au four avec leur bûche de Noël et enterrés avec une branche de houx plantée dans le cœur. En sus d'un naturel aimable, donc, Scrooge est un sale bonhomme. Il est riche mais prodigieusement avare, il est dur, usurier, n'aime rien ni personne à part ses affaires, ça tombe bien, personne ne l'aime. Cet homme est un puits d'égoïsme, son âme est sèche. Et de voir ce matin-là tout Londres se réjouir de voir arriver la veillée de Noël renforce sa mauvaise humeur naturelle. Il ponctue chaque mouvement de joie de ses contemporains par un « humbug », c'est-à-dire en français foutaise, c'est-à-dire en français bien français, tellement français que ça n'existe qu'en français, n'importe quoi. Bref, la veille de Noël, un de ces jours londoniens du 19e siècle où entre la météo et la pollution à 3h de l'après-midi, et je cite Dickens, il faisait déjà complètement nuit et il n'avait pas fait jour de toute la journée, Scrooge, alors que le reste de la ville va festoyer en famille avec ses amis, se couche. Seul. Pas pour longtemps. Lui qui ne croit en rien voit apparaître devant son lit le spectre de son ancien associé, Jacob Marley, mort 7 ans auparavant. Tout à fait mort, Marley, mais tout à fait présent dans la chambre de Scrooge également. Il y a de quoi être terrorisé. Et Scrooge l'est. Marley est condamné à errer, condamné à regarder ce qu'il aurait pu partager sur Terre, et qu'il n'a pas partagé, puisque Marley, c'était le même genre d'homme que Scrooge. Ça pue. Il lui apprend que Scrooge va être visité par 3 puissants esprits, 3 esprits de Noël, et que Scrooge va être obligé de se poser la question qu'on devrait tous se poser à Noël, que même John Lennon nous posait, l'autre John, l'autre anglais. So this is Christmas. Donc c'est Noël. And what have you done? Et qu'est-ce que vous avez fait? Another year over. Une ancienne année vient de se terminer. Et une nouvelle va commencer. Bref, qu'est-ce que Scrooge a fait ou n'a pas fait? Vous le saurez mercredi. Merci, bisous. Je me doutais que ça arrivait. Elle le fait toutes les semaines. Oui, nous aurons la suite mercredi pour le Par Jupiclass. Merci beaucoup, Juliette. Ce conte de Noël, vous m'avez donné envie d'un vin chaud. C'est fou. C'est fou cette histoire quand même. Alors j'ai eu une vérification à propos du vin chaud. Une auditrice m'a envoyé un message sur les marchés de Noël en Allemagne. On fait le vin blanc chaud.
C'est oui, un point pour moi. J'ai gagné. Eh oui, tout à fait. Donc, allusion à nos discussions précédentes. Si vous étiez à l'écoute la semaine dernière, on a beaucoup parlé de vin chaud. De y a-t-il de l'alcool ou pas quand c'est chaud? Et il y en a. On peut le boire blanc ou pas, etc. Voilà, c'est pas indispensable. Si vous voulez réécouter en podcast, c'est vraiment pas indispensable. Essentiel. Voilà, c'est non essentiel. Alors, lui, il a une voix de rocker, mais il n'utilise pas pour chanter, il s'en sert pour raconter la musique. C'est Philippe Manœuvre qui est avec. C'est Chewbacca. Alors Scrooge, mon ami, viens en moi. Donc, vous savez, l'ennui dans un groupe ou un orchestre, il faut bien le dire, c'est les autres. Oui, les autres musiciens, ceux qui débarquent aux répétitions avec leurs problèmes de tout et n'importe quoi, celles et ceux qui ont oublié leurs instruments sur le quai de la gare, celles et ceux qui sont encore sous de la veille et qui n'ont pas la force de souffler dans le bignou, et celles et ceux qui ont toujours mal aux pieds alors qu'ils sont flûtistes. Ça n'a rien à voir, mais ça arrive. Donc je vous le dis, le compositeur, le chef d'orchestre rêve d'une bande de musiciens durs à la tâche, toujours disponibles. Certaines oreilles derrière le poste en rêvent, et bien d'autres l'ont fait. Comme Patrice Helgoët, plus connu sous le nom de Chapi Chapeau. Et avant de vous révéler son secret, voici un indice. Des jouets de Noël. Eh ben, Monsieur Chapi Chapeau est à la tête d'un orchestre de 600 instruments, toujours disponibles, jamais râleurs. Ils sont là rassemblés dans son atelier à musique et toujours prêts à sonner et à aider, eux. Alors ces 600 petites choses sont des jouets et uniquement, je dis bien uniquement, des jouets. Et ils n'ont pas leur cadre vermeil, même si certains datent des années 60. Alors ils se divisent en deux grandes familles. D'abord, il y a les jouets acoustiques, en tôle, en bois, des moulins à musique, des pianos pour enfants, des trucs qui font zouang zouang, poit poit ding ding. Et juste en face, un peu vantard, parce que plus jeune, il y a les jouets électroniques. Tambour lumineux, tableau d'éveil, machine à dicter parlante. Bref, tout ce qui produit un son. Et voici des années que Monsieur Chapi Chapeau les recherche et leur donne une seconde vie. Aucun de ces jouets n'aurait pu espérer comme cela passer du trottoir au feu de la rampe grâce à leur mentor. Et là commence la difficulté. Et il faut avoir les gourdes bien affûtées pour que tout ce petit monde marche ensemble. Alors, dans son 4e album intitulé Collector, il en a convoqué 80 de ces jouets. Et leur particularité, c'est d'avoir une gamme de sons que l'on ne retrouve pas sur des instruments de musique classique. Certains ne fonctionnent pas ensemble. Certains sonnent faux, mais avec poésie. D'autres ont des capacités mélodiques réduites de 2 à 3 notes maximum. Et puis il y en a qui marchent très bien. Alors nous sommes dans un monde de contraintes, presque oulépien qui aurait pu à Georges Perec, et de la contrainte naît la mélodie. Alors beaucoup de gens essayent ou ont essayé, comme moi, de faire de la musique avec des objets, des jouets comme ça. Oubliez tout de suite le mot facile. Se servir d'eux pour écrire ou composer est aussi difficile qu'avec d'autres instruments. Oubliez aussi le côté gadget. Il faut du sérieux, c'est-à-dire une grosse capacité d'improvisation pour que les chansons se fassent. Car il y a aussi cette idée-là. Pour certains de ces titres, Chapi Chapeau décide qu'une voix serait la bienvenue. Alors il se permet de contacter des gens qu'il aime, des voix avec lesquelles il a envie de respirer. Et il leur transmet ses bandes-sons. Et après il leur donne carte blanche, complètement carte blanche, à des artistes qui vont y poser leurs mots, et puis il reçoit comme ça les titres, il les retouche pas, il les publie tels quels. Et c'est l'idée quand même de donner à d'autres ces émotions, ces sons qui, normalement, auraient fini à l'orphelinat de la déchetterie. Alors le résultat est étonnant, puisqu'on finit presque, je dis presque, par oublier que les bouts de plastique ont été au départ de ces chansons. Et dans la liste des artistes qui ont bien voulu se prêter au jeu, il y a la française Laetitia Sheriff, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, l'américain Troy Von Balthazar, et un gars que je n'avais pas entendu depuis longtemps, qui s'appelle J.W. Sock, et qui fut le chanteur du groupe culte et néanmoins hollandais, d'ailleurs le seul groupe dont les membres avaient choisi à ma connaissance leurs instruments à la courte paille, ça c'est quand même énorme, et qui s'appelle The X. Et voilà, J.W. Sock dans No No No. Should I mind?
Alors, l'album se nomme Collector, le gars c'est Chapi Chapeau et les jouets électroniques, le label c'est Bad Seed, c'est distribué par Pias et ça a la chance d'être dans les bacs des disquaires depuis le 4 décembre. Qui dit mieux? Bonne idée, Chewbacca, merci. Et vous, Chewbacca, votre jouet préféré, c'est le gramophone. Oui. D'ailleurs, on peut vous retrouver sur Instagram, c'est facile, Mr_Jub, DJUB, pour passer des 78 tours. Ça m'arrive. Voilà, vous les filmez, vous passez la musique et puis vous donnez un aperçu de vos collages aussi. Alors j'encourage les auditeurs qui ont Instagram à venir vous rejoindre, Mr. Jub. C'est très gentil, puis je joue pas de jouets moi, donc tout va bien. Alex, qui est là aujourd'hui? Eh bien, on a entendu Constance, Juliette Arnaud, Chewbacca. Il vous reste petit chanceux Clara Dupont-Mono et Thomas Croisière. Mais avant ça, c'est au tour de celui dont on nous demande le licenciement à peu près aussi souvent qu'on nous demande son 06. C'est Guillaume Meurice. Eh ben, je vais vous parler Marlène Schiappa. Aujourd'hui, vous connaissez tous la féministe qui bosse avec Darmanin. C'est comme les canards qui mangent du foie gras. Enfin, c'est un concept un peu particulier. Et ben, pour faire mieux vivre la laïcité dans notre pays, elle a confirmé la suppression de l'Observatoire de la laïcité. Et ça, je dirais que c'était extrêmement malin. Plus d'observation, plus de problèmes. C'est votre stratégie, Alex, on le rappelle. Vous n'allez plus vous faire dépister pour vos MST. Comme ça, vous n'êtes plus malade. On le dit, voilà. Vous faites pipi des lames de rasoir, mais il n'y a plus rien. Plus de maladie. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai une passion dans la vie, c'est observer la laïcité. Alors, ça m'a un peu attristé. Je me suis dit, je vais le faire quand même. Allez, je vais dans les rues, je le fais un petit peu en freelance. Désolé, Marlène. Qu'est-ce que les Français pensent des tensions que crée la pratique de la religion? Ça crée des tensions, parce que comme des gamins se battent dans la rue, c'est tout. Parce que tout ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, il n'y a plus de guerre entre les Allemands et les Français, donc il faut bien s'occuper. Bah oui, parce que sinon on se fait chier. On se fait chier, il faut bien qu'on se foute sur la gueule. Avant c'était Fachtoche, il y avait des Allemands. Donc bah voilà, il y avait des collabos, c'était rigolo, c'était une époque un peu sympa. Bon bah aujourd'hui, l'extrême droite, elle a des journaux, des radios, des chaînes de télé. Le fascisme est mainstream. Un jour, il y aura des slips Pascal Pro, il y aura du cognac Elisabeth Lévy. Voilà, l'extrême droite, c'était mieux avant. On peut le dire, ça fait un peu vieux con, mais c'est comme ça. Voilà. En tout cas, la laïcité, c'est une valeur de la République. La laïcité, ça doit être la discrétion maximum dans l'espace public de toutes les religions. Aucun signe distinctif sur la voie publique. Donc vous êtes favorable à vraiment aucun signe? Ouais, c'est ce que j'appelle une laïcité de combat. Et alors du coup, les crèches dans les mairies, alors là, vous êtes contre? Non. Ah, alors ouais. Alors en termes de combat, là, on est plus proche de la 7e compagnie au clair de lune que de Rambo 3. Hein. Alors ça, c'est une spécificité française aussi. C'est le fameux 2 salles, 2 ambiances, hein, comme on dit à la boîte de nuit Christophe Castaner de Fort-Calquier. Ça, c'est intéressant, donc on va continuer. Il faut distinguer ce qui est de la culture française des signes religieux. Alors vous êtes contre les signes religieux dans la rue, mais on peut mettre le petit Jésus dans la crèche à la mairie. C'est un problème de frontière entre les deux. Un problème de frontière. Ouais, c'est un problème de frontière dans le cerveau, en fait. Il y a une frontière. D'un côté, les religions à la maison, et de l'autre, Jésus. C'est pas pareil. Rien à voir. Ça marche avec plein de trucs. La GPA, c'est de la merde. De l'autre côté, la Vierge Marie. Rien à voir, rien à voir. Non. Alors c'est vrai qu'on est tous ici de culture judéo-chrétienne. Je suis de culture judéo-chrétienne, donc je suis chez moi ici, en quelque sorte, donc j'ai presque envie de dire je fais ce que je veux. Mais en quoi les musulmans ils seraient pas chez eux, par exemple? Ouais, en quoi ils sont pas chez eux je pense que le problème c'est qu'on se fait dominer par les musulmans, tout simplement, on leur laisse tout faire. Hein. Ça c'est le problème, hein. Ça c'est le problème, les musulmans dans ce pays, ils ont absolument vraiment tous les droits. Dites que vous êtes musulman à un entretien d'embauche, les portes s'ouvrent. Hein. Ah bah, c'est ce qu'on appelle le privilège musulman, d'ailleurs, ça a un nom. Faites un sondage. Tous les kebabs à Paris, par exemple, c'est des musulmans, hein, quasiment. Ils ont vraiment le monopole. Enfin, c'est incroyable, mais on les aide quand même. Alors que quoi? C'est open bar. Ils ont le logement, alors que nous, on a des bons Français qui dorment dans la rue. C'est quoi la différence entre un bon Français et un pas bon Français? Même s'il y a des gens qui se sont intégrés à la culture judéo-chrétienne, ça s'est fait depuis des années. Donc... Ça veut dire qu'il faut trier les gens à aider, alors? Je vois pas où est le problème. Non, enfin, moi je demande, hein, moi je peux juste poser la question, je vois pas non plus. Je suis pas un gros spécialiste de la Bible, mais il me semblait qu'il y avait un truc qui s'appelait la charité, l'amour du prophète, il y a un machin comme ça. Enfin, faudra peut-être vérifier, peut-être j'ai pas la bonne traduction, hein, j'en sais rien, c'est comme le Coran, tout le monde n'a pas le même a priori. Alors là, vous allez me dire, parce que je vous connais maintenant un petit peu, je vous fréquente depuis longtemps, vous allez me dire, ce qu'il nous faudrait, c'est un débat sur le voile. Et voilà, bon là vous le dites pas, parce que bon bah vous avez pas tous bossé à Marianne non plus, mais je sais que vous le pensez. Mais j'ai mieux que ça. La circoncision, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est pas une mutilation, la circoncision? Certainement, mais c'est une question d'hygiène aussi. La religion juive, normalement, était en Palestine, donc peut-être qu'il y avait des problèmes avec la chaleur au niveau... Qui transpirait du prépuce. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est vrai que c'est pas simple de vivre avec un prépuce, hein, ça s'entretient, c'est du boulot. Donc vaut mieux couper la teub des garçons dès le plus jeune âge, comme ça sans leur demander leur avis. D'ailleurs, les juifs et les musulmans sont d'accord là-dessus.
pour une fois, ils sont d'accord sur un truc, donc on peut quand même respecter ça. Au moins, c'est chouette. Je crois que là, on a bien fait le tour de l'observation de la laïcité. Il est temps de conclure. Il y a un proverbe chez nous, faut tourner 7 fois sa langue avant de parler. C'est comme celui qui s'est fait tuer là, dans l'école. Moi, je dis, à mon temps, ça n'existait pas, ça. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors ? Ne rien dire. Des fois, faut boucler son bec. Alors ça voudrait dire qu'on peut plus critiquer les religions ? Faut arrêter avec ça, faut arrêter. Je vous dis, tourner 7 fois sa langue avant de parler. Voilà, et puis couper sa langue directement dans ce cas-là, à ce moment-là, comme le prépuce, coupons tout, allez hop, y compris le micro aux membres du gouvernement qui font de la récup. Parce que je vous rappelle que Dieu existe autant que la crédibilité de Marlène Schiappa. Guillaume Meurice, promettez-moi, vous n'avez pas triché, vous n'êtes pas allé faire un micro-trottoir autour de Saint-Nicolas du Chardonnay. Non, même pas. Non. J'aurais tellement voulu que vous disiez oui. Et en fait, mais je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens à Saint-Nicolas de Chardonnay, parce qu'on n'a plus le droit de... Il y a une jauge, 50. Il y a la jauge, d'accord. La jauge de Saint-Nicolas. 17h41 sur France Inter. Et voici le moment de passer aux exercices qui sont beaucoup plus longs à énoncer qu'à résoudre. Alex. Exercice de calcul, je dirais. Une fête clandestine à Marseille a eu lieu. Et il y a eu 500 personnes. Mais que représentent 500 personnes ? A. Le nombre d'adhérents au Parti Socialiste. B. Le nombre de personnes dans la tête de Constance. C. Elle dit non, mais c'est pas impossible que ce soit pas loin quand même. Il y a plus. On ne donne pas d'indice, s'il vous plaît. C. Le nombre de personnes virées de Canal+ par Pascal Praud. D. Le nombre de co-auteurs qui nous aident à écrire ces exercices de qualité. Alors, à mon tour. Suite à l'attribution de la Légion d'honneur au président égyptien Al-Sisi lors de sa récente visite en France, un intellectuel italien, Corrado Augias, a rendu sa Légion d'honneur en signe de protestation. Bravo à lui, c'est rare, mais pouvez-vous nous rappeler qui est à l'origine de la Légion d'honneur et quelle était son intention ? Alors, petit A. C'est Pierre Gattaz, soucieux d'écouler son stock de pins 1 million d'emplois, qui les a peints en rouge et revendus à l'État. C'est possible. Petit B, Louis-Napoléon Bonaparte pour fédérer autour d'un idéal commun. Petit C, Nicolas Sarkozy pour remercier un maximum de personnes afin d'éviter la prison. Petit D, peu importe, puisque, comme disait Jules Renard, en France, le deuil des convictions se porte en rouge à la boutonnière. J'ai un petit exercice aussi. Invité du grand jury sur LCI hier, Yannick Jadot a déclaré se préparer à la présidentielle 2022. Trouve de quelle façon il s'y prépare. Réponse A, en se faisant greffer du charisme. Attention au rejet quand même, de Rugy, ça n'avait pas pris. Réponse B, en se regardant dans le miroir. Ah, vous voulez dire en se rasant? Non, il se regarde dans le miroir, il dit hey, t'es un beau gosse, allez, t'es le meilleur, mon Yannou, vas-y champion, un petit peu comme Alex avant la matinale. Réponse C, en demandant à Benoît Hamon les secrets de sa réussite. Ou réponse D, en travaillant un programme avec des idées pour faire évoluer le pays en accélérant la transition énergétique. Allez, il faut bien rigoler un peu, je dis une blague à la fin. Souvent la réponse D, c'est la plus rigolote. Oui, c'est la plus déconnante parce que la période est compliquée. Évidemment. Et les correctifs sont à regarder sur Facebook, mais ce qui est plus marrant, c'est de regarder l'énoncé en vrai, sur notre page par Jupiter, bien sûr. Alors pendant les vacances de Noël, il n'y aura pas grand-chose à faire à part manger et lire. Et oui, et donc on espère qu'elle va nous conseiller une bonne recette. Bonjour Clara Dupont-Moreau. Mais vous croyez pas si bien dire, Alex, parce qu'il faut toujours clôturer une période avec les meilleures choses. Toutes les histoires d'amour devraient se finir autour d'une excellente table. Et les fins d'année devraient se solder par la lecture d'un chef-d'œuvre. C'est la règle d'or. On n'entre pas dans l'inconnu sans être bien escorté. On n'entre pas dans 2021 sans Jack London. C'est pourquoi, bien sûr, c'est pourquoi je décrète obligatoire pour le 31 décembre le dernier livre de Jack London, comprenez-moi, publié 7 mois avant sa mort, qui s'appelle hélas, sans souffrir, qui s'appelle La petite dame dans la grande maison. Et ce livre, c'est l'ancêtre du film Jules et Jim. Il raconte une femme qui est déchirée entre deux hommes. Et à la base, comme souvent, il y a un couple marié depuis 12 ans qui s'appelle Dick et Paula Forrest. Et les deux, on les voudrait comme meilleurs amis. Dick, il est travailleur, il est généreux, il est riche, mais honnête. C'est un honnête homme, comme on disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire qui n'accable jamais autrui avec ses humeurs. En 2020, ce serait le genre de gars qui a une sciatique ou qui possède un théâtre et qui trouverait encore les moyens de sourire. Gageur. Et Paula, elle
Elle est gracile, elle est mystérieuse, elle est à la fois fée minuscule et grande dame, maîtresse de la grande maison. Et elle sait, Paula, que pour rivaliser avec son mari, il faudrait un homme de sa trempe. Et le voilà, il s'appelle Graham, c'est le copain de Dick. Et évidemment toujours, c'est Dick qui l'invite dans la grande maison. Il amène le danger sans le savoir, en la personne de son meilleur ami. Et ça ne rate pas. Lorsque Graham voit Paula s'avancer pour le dîner, il reste subjugué par les cheveux bruns dorés, par la démarche souple. Et il dit... La fierté transparaissait dans tous ses muscles, ses nerfs et ses frissons. Évidemment, Paula chavire à son tour pour Graham, mais elle a toujours Dick dans le cœur. Et Jack London met en scène ce triangle amoureux sans que jamais cela ne fasse de bruit. C'est-à-dire que la même situation a donné des portes qui claquent dans le théâtre de boulevard, des ruses perfides chez Tristan et Iseult, des drames, des hurlements, des ulcères dans d'autres romans. Et bien ici, Paula dit à Graham « Il faut vous en aller ». Et puis ça sort du cœur « Mais je ne peux pas vous laisser partir ». Suprême classe. Parce que, non mais il y a deux choses difficiles dans la vie. Il y a garder ses idéaux de gauche, difficile, et rester élégant dans l'épreuve. Et de ce côté-là, la Palme d'Or revient à Dick. On sent qu'il est le préféré de Jack London. C'est un sublime portrait d'homme. Quand Dick comprend tout, lui, le mari trompé, il dit à Paula « Tu es si profondément honnête que l'idée de te partager entre deux hommes te fait horreur. Je t'ai comprise. » Vous entendez comment le bonhomme gère l'amertume. Par rapport à la dame qui, c'est pas net. Hein. Enfin, ça m'aurait étonné. Pas mêler, non, mais Vizorek, soyez lucide. Dans la galaxie masculine, il y a les mous, il y a les brutaux, il y a les puceaux qui se la jouent Latin Lover, hein, Vizorek. Il y a ceux qui éclusent leur aigreur en interviewant des députés de droite. Il y a les bourgeois déguisés en punk à chien, ça fait du monde. Chronique, et ben c'est ça. Voilà. Et puis il y a Dick Forrest, c'est-à-dire le sang-froid, c'est-à-dire la loyauté, celui qui dit à Paula « Je suis le perdant, Graham est le gagnant ». Et celui qui organise son suicide pour que Paula n'ait pas à choisir. Alors il est malin, Jack London. Le roman se renverse dans les 5 dernières pages et il révèle un très puissant féminisme, ce qui fait que l'Amérique de 1916 a hurlé au scandale. Mais, je ne le spoile pas, mais puisque nous sommes condamnés à passer le 31 décembre seuls devant un cordon bleu, fêtons ça en compagnie d'un homme et d'une femme qui restent bien alors que tout va mal. Je vous redonne les références. La petite dame dans la grande maison de Jack London est parue en libretto. Merci Clara Dupont-Mono et je rappelle votre collection de podcasts Jack London disponible en coffret. Bien sûr, vous pouvez passer toutes les vacances de Noël à écouter les chroniques. Mais alors, vraiment Jack London, on adore. S'il y en a encore, allez-y, continuez. Clara, non, on en redemande, c'est vrai. Bon, à venir le meilleur, hein. Le making of. Et en attendant, Pierre-Yves de Rollin à la technique nous met pomme dans les oreilles. Que l'on retiendra, les mots de velours confiés au silence, les failles de ces jours où l'amour s'avance. Oh, prenons le temps qu'il faut pour laisser passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau. Celui qu'il nous faut. S'il te blesse, les feux de joie, de sagesse, on les couvrira. Brouiller les contours de nos armes blanches. La nuit, les bruits sourds d'un amour qui danse. Oh, prenons le temps qu'il faut pour laisser passer les cours d'eau jusqu'au dernier bateau. On prendra celui qu'il nous faut. L'appel au secours de nos cœurs en transe. Les cris de l'amour mourant d'impatience. Oh, prenons le temps.
Les cours d'eau, Pommes sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Alors, chers amis, que se passe-t-il pendant les quelques minutes qui précèdent cette émission? On s'installe en studio et pendant qu'on écoute le flash d'information de Laetitia Gaillet, généralement, d'une manière un peu distraite, il faut l'avouer, parce qu'on s'installe, on se met en condition, on papote et rapidement, ça vire au débat. C'est le making-of. On vous entend pas, Juliette? Non, il y a trop d'hommes. Ça m'inhibe. C'est marrant, ça. Non, c'est pas marrant, non. C'est pas normal que ça t'inhibe. Bah si, pourquoi ça m'inhiberait pas? Je sais pas. Je suis surpris. Bah, t'as qu'à prendre n'importe quelle autre minorité et tu la mets face à je sais pas, mais... Bah, les Belges, par exemple. Là, Juju, hein, putain. Non, en effet, vous êtes trop nombreux, trop de mecs. Tu vois? Ouais. Bah, c'est pas de notre faute. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais vous avez tous une part de féminité, donc ça va le faire. Non, mais on va on couper 2-3 couilles à l'entrée. Enfin, je sais quoi on fait. Moi, je peux parler comme ça. Mais j'ai pas dit, genre, il y a trop d'hommes. Si, tu l'as dit implicitement. Hallucinant, c'est hallucinant. Non. T'as rien écouté, toi. Ouais, c'est vrai, mais ça m'empêche pas d'avoir un avis. Je suis français, madame. Moi, je trouve qu'il y a trop de blancs. Voilà. Non, mais là, n'empêche pas. Tu vois? Je te signale qu'en plus, on devrait faire de l'intersectionnalité et tu devrais être dans mon camp et moi dans le tien, mec. Mais il savait même pas qu'il y avait un camp, en fait. Non, t'inquiète, il sait. Nous, on est obligés de savoir. On n'a pas ce privilège de faire semblant. Voilà. C'est exactement ça que j'aurais dû te dire, putain. Le temps que vous vous mettiez d'accord, on va continuer à gérer le monde, si vous voulez bien, parce que ça a l'air d'être le bordel. J'ai l'impression que vous compliquez les choses, quand même. Oui, alors que nous... putain. Je vous jure, c'est vraiment beaucoup de responsabilités qu'on a en tant qu'homme blanc. Vous êtes bien à votre place, franchement. Voilà qui donne un aperçu. Très bien écrit ce sketch, parce que on a l'impression que c'est comme ça, instinctif. Et voilà qui donne un aperçu de ce que pourrait être un dîner de Noël si on en faisait un, donc il vaut mieux pas en faire, je dirais. Et merci à Ramzi Assadi qui a l'oreille en coin sur cette émission, dans tous les coins de cette émission. Thomas Croisière. Oui, vous voilà. C'est moi. Mais bien sûr, vous nous avez déjà donné tant de conseils de cinéma que le lundi, les auditeurs vous rendent l'appareil en vous confiant leurs souvenirs relatifs aux films qui les ont marqués. Souvenir. Confinés comme vous et moi, quelques auditeurs m'ont partagé leurs souvenirs de cinéma. Salut Thomas, alors tu m'as demandé de te parler du Péril Jeune qui est mon film culte. Oula Ben, on n'est pas allé au lycée ensemble, donc mollo sur le tutoiement. Et c'est toi qui voulais me parler de ton film culte. C'est un film que j'ai découvert pendant mon époque lycée, j'avais 15-16 ans, quelque chose comme ça. 600 000 spectateurs en 1994, alors qu'à la base, c'est un téléfilm Arte de la collection des années lycée. Là, on est en 1976 à Paris. Ma bande de copains et moi, on s'est très très rapidement identifié à la bande de Tomasi, Bruno, Chabert et toute la clique. Parce qu'on a tous un copain qui est un peu le lourdeau de la bande, on a tous un copain qui est le beau gosse de la bande. Moi, je suis toujours le beau gosse de la bande. Le casting est extraordinaire. Enfin voilà, Romain Duris et Vincent Elbaz, Élodie Boucher. C'est des gens qui ont fait une belle carrière après ça. Comme le réalisateur Cédric Clapiche, Un air de famille, L'auberge espagnole, Les poupées russes, Casse-tête chinois. Ce film, pour moi, c'est beaucoup de répliques cultes. La mienne est dite par un professeur et on dirait du Blanquer dans le texte. Le jeune est tourné vers l'avenir, mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos? Le jeune? Tomasi est un homme, l'homme descend du singe. Tomasi ne descend pas du panneau de basket, c'est pour moi quand même plus très mythique en termes de punchline. Ouais, il faut voir le film pour l'apprécier à sa juste valeur, Ben. On a vécu nous quand on était au lycée, fumer des pétards avec les copains, sécher les cours, jouer au baby-foot. Bravo Ben, bel exemple pour notre jeunesse. Dois-je te rappeler que la drogue c'est de la merde, même si tu vas me répondre que la bœuf c'est pas de la drogue. On rencontre Jackie Berroyer, qui nous raconte des histoires extraordinaires. On a tous rencontré des gens comme ça. Et voilà, Joe, le dealer de Barbès. Super, c'est lui qui fait tomber Tomasi dans la chenouf. D'ailleurs, je m'inquiète pour toi Ben. Écoute ces extraits de ton message. On dirait Tony Montana dans Scarface. Et t'as vu dans quel état est Chabert, sous acide et sur Pink Floyd? L'histoire de la vie fait que dans notre groupe de potes, on a perdu un ami qui est décédé il y a 2 ans. Et pour aller aux obsèques, j'ai re-regardé Le Péril Jeune. Ça m'a fait réaliser à quel point j'adorais ce film, à quel point ce film touchait aussi la réalité du quotidien de plein de gens, je pense, qui se sont identifiés à ce film-là.
Chaque décennie a son film de lycée. Diabolomante en 77, La Boum pour les années 80, Le Péril jeune en 94, et puis Les Beaux Gosses il y a 10 ans. Ces films où à un moment, un ado vénère gueule « Vous me faites tout chier !» Une super histoire d'amitié, une super histoire d'amour, une super bande originale. Une BO 70s d'Hendrix à Joplin, sans oublier Sheila. Et puis il y a l'Everest de la gratte pour Bruno. Alvin Lee, le guitariste le plus rapide de l'Ouest, et 10 Years After. Donc voilà, je suis très content si tu trouves ce choix cohérent. Je serais encore plus content que tu choisisses de me faire passer à l'antenne, parce que je vous écoute tous les jours dans ma voiture en allant au boulot et en rentrant du boulot. C'est bien, comme les potes de Tomasi, t'es rentré dans le rang. Fini le temps du gag, le groupe Anarchie dure contre la pensée molle. Allez, fais-moi signe quand tu passes par Paris, on ira faire un flipper au café. Ah non, j'oubliais, il n'y a plus de café. Vive le cinéma! Ah non, j'oubliais, il n'y a plus de cinéma. Merci Thomas Croisière et merci aux auditeurs Ben. qui participent. Merci Ben, merci beaucoup. C'est vrai, ça donne envie de le revoir pendant ses vacances, le Péril jeune. Alors on passe au dessin. Et ouais, cette année a été une année faste pour l'humour noir. Alors je vous propose de faire un petit exercice de caricature, un dessin de presse dans un esprit un peu Charlie pour illustrer Noël 2020. Dessine un sapin pendu à un arbre. Oh la vache. Ouais, c'est la fête. Faut appuyer là où ça fait mal, c'est comme ça que ça marche. Eh ben merci à tous les amis, merci beaucoup Juliette Arnaud, Clara Dupont-Mono, merci Djoubaka, merci Constance, Thomas Croisière, Alex et Guillaume. On vous réserve une émission très 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 spéciale vendredi, ce sera la dernière de l'année, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis demain, nous avons un invité demain. Attention parce que nous passerons, attention Alex est chaud comme vin gaufre, bah oui bien sûr. Nous passerons 1 heure en compagnie de Plastique Bertrand. Ça plane pour moi. Mais grave, vous voyez? Non, ça va mettre une patate. On a hâte de le recevoir. Et mercredi, c'est François Fellman. Non, mercredi, c'est Parge Piclas. Vous ne suivez pas. En tout cas, demain, Plastique Bertrand, ce sera totalement revival des années 80. Non, non, non et non. On a 40 balais. La fièvre du samedi soir, c'est fini. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce message Radio Air France. Aujourd'hui, un rendez-vous à ne pas manquer. Destination plage, Créole, montagne, Vanille.